La province de l'Équateur a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Louis-Alphonse Koyagialo Mbasete Guirengo, élu avec une majorité écrasante de 76 voix. Processus de sortir la RDC de l'impasse, le M23 est de nouveau de retour à Kampala en vue de poursuivre les dialogues avec la délégation gouvernementale de Kinshasa. Désormais, les langues nationales feront partie intégrante du programme de l'enseignement primaire en RDC. Un séminaire de formateurs et rédacteurs a été organisé à ce sujet ce lundi 10 juin 2013. Les détails dans cette édition. Antenne A, le journal, Dieu merci Zob Mabiala. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal télévisé sur Antenne A. C'était prévisible. Lui, Alphonse Koyagialo Mbasete Guirengo devient ainsi le gouverneur de la province de l'Équateur. Il a été élu ce lundi 10 juin avec 76 voix contre 22 obtenues par son challenger Jean-Lucien Boussa. Lui, Alphonse Koyagialo devient ainsi le 28e gouverneur de la province de l'Équateur et succède à Jean-Claude Baende Etafé. Je propose d'écouter notre correspondant sur place à Mbandaka, Rufin Andambo, qui est joint au téléphone par Sylvain Kapomo Sengele. Une journée attendue et avec impatience par les fils et filles de la province de l'Équateur sur l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province. Préalablement prévu vendredi dernier que le nouveau gouverneur serait connu, mais fort malheureusement, parmi les 25 candidats, aucun n'avait atteint la majorité absolue lors de cette élection. Sur ces deux candidats se sont pointés au deuxième tour concrètement ce lundi 10 juin à 10h hors de Mbandaka. À cet effet, vous pouvez observer des milliers de policiers armés jusqu'aux dents à l'esplanade de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, ainsi que les petites voies mènent vers l'Assemblée en vue de sécuriser le déroulement du processus démocratique, car selon nos sources, les militants des partis politiques de l'opposition qui soutiennent leurs candidats sont déterminés à créer des incidents malheureux si les candidats de l'opposition ne remportent pas à l'élection. Il convient de rappeler que lui, Alphonse Daniel Koyagialo Mbasete Guirengo et Jean-Lucien Boussa Togba, respectivement candidats de la majorité présidentielle et candidats de l'opposition postulant sous statut d'indépendant. Et entre les deux sera donc le prochain gouverneur de l'Équateur à la succession de Jean-Claude Baende Etafé, relevé de ses fonctions au mois de mars dernier par une ordonnance présidentielle. Débuté à 11h16 et pris fin à 11h56, soit 40 minutes de scrutin, a abouti à la victoire de M. Louis Alphonse Daniel Koyagialo Mbasete Guirengo et a obtenu 76 voix contre 27 de Jean-Lucien Boussa ainsi qu'un bulletin nul. Il est donc le 28e gouverneur dans l'histoire de la province de l'Équateur. Mbandaka, Rufin Andambo pour Antenne A. Et avant d'être élu gouverneur de la province de l'Équateur, lui, Alphonse Koyagialo a eu à exercer plusieurs fonctions administratives et politiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son parcours? Son portrait vous est brossé par José Moussangana. Eche Homo, voici l'homme qui a été élu gouverneur de la province de l'Équateur. Il s'appelle Louis-Alphonse Koyagialo Mbasete Guirengo. Né le 23 mars 1947 à Yakoma, a étudié le droit et la philosophie à l'université Lovanium Kinshasa. Une brillante carrière administrative et politique l'a amené à devenir en 1986 gouverneur du Chaba, Katanga. Mais elle est brutalement interrompue en mai 1990 par le retentissement international du massacre de Lubumbashi, une rixe à caractère ethnico-politique entre étudiants sur fond de fin de régime dictatorial du président Mobutu. De sources diplomatiques et la presse évoquent plusieurs dizaines de morts, voire des centaines. Le gouverneur Koyagialo est, avec ses collaborateurs, bien plus que les agresseurs, la cible d'un procès spectacle qui, justement, aboutira au prononcé de lourdes peines. Aujourd'hui réhabilité dans l'opinion, il s'est spécialisé dans la gestion de grandes villes et a été consultant en décentralisation à USAID, au Congo-Kinshasa.
secrétaire exécutif de l'Alliance de la majorité présidentielle AMP. Il a été ministre des Postes et Nouvelles Technologies, vice-premier ministre et dernièrement premier ministre ad interim. Il a été, ce lundi 10 juin, élu avec 76 voix. Le 28e gouverneur de la province de l'Équateur répète volontiers cette formule de Jacques Chaban-Delmas. Tant qu'un homme politique n'est pas physiquement mort, il n'est jamais fini. L'actualité ce lundi dans la capitale en République démocratique du Congo, c'est aussi que le mouvement rebelle du 23 mars, le M23, donc a enfin trouvé un accord de facilitation avec un accord avec la facilitation pour que sa délégation se rende à Kampala hier dimanche 9 juin afin de poursuivre le dialogue avec la délégation gouvernementale et sortir de l'impasse. Le point avec Nora Olondo Ilua. Selon Bertrand Bissimois, chef politique du M23, la décision de son mouvement de rentrer à la table de négociation privilégie la piste politique prônée par Ban Ki-moon en vue de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. En effet, en revenant à la table de négociation, le M23 ne fait que noyer ses caprices, mais la délégation de rebelles revient sur la pointe des pieds à Kampala pour poursuivre des discussions qui piétinent depuis la scission du mouvement rebelle en février 2013. Pris entre deux feux, c'est-à-dire les exigences de l'ONU et l'assaut de sa brigade d'une part, et le redéploiement massif des FARDC d'autre part, le mouvement rebelle trouve des alibis dans les propos de Ban Ki-moon et Mary Robinson. Pour rappel, lors de son retrait des pourparlers de Kampala, le M23 avait exigé de Kinshasa un cessez-le-feu. Les rebelles en appelaient alors à une solution politique dont la résolution des causes profondes de la crise en République démocratique du Congo. On va cette fois-ci se rendre au Palais du Peuple. Le Sénat a adopté ce lundi 10 juin le rapport de la commission sénatoriale relative à l'enquête au sein de la Régie des voies aériennes RVA. Les sénateurs ont à propos formulé 15 recommandations à l'endroit de l'RVA et 20 autres à l'intention du gouvernement. Le point avec Eric Izami sur les images de Blaise Lunda. La Chambre haute du Parlement a scruté lundi 10 juin le rapport de la commission sénatoriale sur la régie de voies aériennes RVA, dont l'enquête a débuté le 17 novembre 2010 jusqu'en 2013. Le tableau est sombre, autant la réalité de la navigation aérienne l'illustre en RDC. Sur la centaine d'aéroports publics que compte le Congo-Kinshasa, 54 sont sous la gestion de la RVA. Cette régie a en effet pour mission de concevoir, construire, aménager et développer les aéroports ainsi que leurs dépendances. Hélas, au regard de l'analyse juridique des contrats de l'IDF et de la gestion du personnel avec l'ADPI KPMG, la commission du Sénat martèle et révèle qu'il était budgétivore et très coûteux pour l'État congolais. Ces contrats donnent des avantages exorbitants au personnel de l'ADPI KPMG, ce qui est de nature à démotiver les agents de la régie des voies aériennes RVA. À titre d'exemple, un seul expert de ADPI KPMG coûtait en moyenne à la RVA l'équivalent de 200 agents congolais, alors que l'on continue d'un côté à payer le Go Pass, $10 pour les voyages à l'intérieur et $50 pour les voyages à l'étranger, pendant que l'on continue à atterrir toujours sous les arbres. Aucune infrastructure aéroportuaire n'a été modernisée pour atteindre la norme requise à l'OACI. En RDC, seuls les aéroports internationaux et 4 nationaux, Kananga, Bandaka, Isiro et Mbujimayi, disposent des casernes anti-incendie, mais qui ne sont pas aux normes. Les casernes ad hoc sont soit inexistantes, soit à réhabiliter. La RVA, Régie de voies aériennes, qui en est aujourd'hui à compter ce regret des années les Senjina Inkwame, le général Kikunda aurait besoin d'une 50aine de camions pour respecter un minimum de normes aéronautiques. Et à la Chambre basse, la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social a été adoptée en seconde lecture à l'issue de la récevabilité du rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat relatif au projet de loi susdit au cours de cette même plénière de ce lundi 10 juin à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont examiné et adopté article par article le projet de loi sur l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Les détails avec Laïn Boufano Mungo et Blaise Lunda.
Les divergences des fonds et des formes aplanies par la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat sur les rapports relatifs au projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social ont porté essentiellement, à en croire la commission, sur la procédure de saisine de cette institution. Les textes harmonisés se lisent comme suit, je cite, « Le Conseil économique et social qui est un organe suprême composé de 68 membres, dont 5 membres représentant les confessions religieuses, a pour mission de donner des avis consultatifs sur la situation économique et sociale de la RDC. » Et conformément à l'article 12 du projet de loi harmonisé, tout Congolais âgé de 30 ans au moins et a une expérience professionnelle de 5 ans peut être admis au Conseil économique et social dont l'exercice des fonctions est incompatible avec les autres mandats publics. Par ailleurs, le projet de la loi sur l'environnement, conservation de la nature et tourisme a été adopté article par article par la Chambre basse du Parlement. En effet, ces textes de 75 articles s'inscrivent dans la volonté exprimée par l'article 202.6 de la Constitution. Ces projets de loi clarifient certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles, des diversités biologiques, des écosystèmes, des sites et monuments situés sur le territoire national. Vous avez reconnu la voix de Sylvain Kapombo-Bosengele et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre s'est entretenu ce lundi 10 juin avec le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne. Il a en même temps présidé les réunions du groupe thématique secteur productif et de la Troïka économique où la relance du train urbain a été évoquée. Reportage signé par Jean-Louis Swekama. À la primature, le transport urbain s'est invité dans la réunion de la Troïka. Nous avons aujourd'hui notamment évoqué la nécessité, puisqu'il est attendu que le 30 juin, on puisse mettre en circulation les bus de la nouvelle société Transco, mais nous pensons que les bus certainement ne suffiront pas. Il est donc temps aussi que l'on puisse relancer le train urbain dans la ville, notamment sur les lignes Kinsuka, Kitambo et sur la ligne également Gare Centrale jusqu'à Kingasani. Le groupe thématique secteur productif a planché sur le fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises doté de 10 millions de dollars. Le comité de pilotage de l'Office des petites et moyennes entreprises du Congo devra accompagner ce fonds. L'équipe gouvernementale secteur productif a opté pour la réintégration de la Cohydro dans le contrat du partage du bloc 1 et 2 du Graben Albertine, mais seulement après sa restructuration. Plusieurs dossiers du ministère du Plan ont été examinés. Ce sont les cas de l'adoption des comptes nationaux de 2000 à 2009, la participation de la RDC à la 6e conférence internationale de l'ITIE et la production du rapport ITIE-RDC 2011 et bien d'autres. Le Premier ministre, Matata Pogno, a évoqué avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Diane Corner, l'évolution de la situation à l'Est et le projet d'assistance de la Grande-Bretagne de 100 millions de dollars. Le ministre des Travaux publics et Infrastructures, Fridolin Kaswechi, a fait une restitution à la presse locale de Kindu après y avoir séjourné pendant 4 jours. Le ministre des ITPR était sur place pour se rendre compte des travaux qui s'y effectuent. Suivez. Après avoir effectué une mission d'inspection de 4 jours dans la province du Maniema, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et sa délégation ne pouvaient regagner Kinshasa sans faire une restitution de leurs activités à la presse locale. À en croire Fridolin Kaswechi-Musoka, cette mission s'inscrit dans les cadres de suivi et évaluation des projets développés par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à travers le pays dans son volet infrastructure de base, particulièrement celle routière. Nous avons pu nous rendre compte que, indépendamment des difficultés liées à l'approvisionnement en agrégats de construction, les temps requis pour installer toutes les unités stratégiques de production de ces agrégats, les travaux avancent. Nous avons aujourd'hui la capacité de produire tous les agrégats, notamment les concassés et les enrobés. Pascal Tutu-Saloumou, gouverneur de province, s'est dit honoré par la visite de cette grande délégation conduite par Fridolin Kaswechi-Musoka. Ayant également pris part à cette mission d'inspection, Théophile Matondo, directeur général du BCECO, explique. Nous sommes rassurés qu'à ce jour, ce système fonctionne à merveille, donc il y a un forage
un système d'adduction qui permet que les installations faites au niveau de l'aéroport puissent fonctionner à ce titre. L'Office des routes, représenté par son directeur général adjoint Floribert Moutouti Metila, ne peut cacher sa joie face à l'évolution des travaux au Maniema. Pour l'axe Kindu-Kasongo, nous avons eu certaines difficultés, c'est vrai, mais à la date d'aujourd'hui, la quasi-totalité des équipements sont arrivés et les chantiers ont repris. Jacques Baïpon, conseiller au Collège Infrastructure et Transport de la Primature, rassure que de moyens conséquents ont été mis en place par le gouvernement pour la relance des infrastructures. On peut citer comme l'un des objectifs la réhabilitation des 10 km de voirie dans chaque chef-lieu de province. Ici au Maniema, c'est déjà une opération qui est en cours, qui naguère était considérée comme un rêve. C'est dans l'après-midi du samedi 8 juin que Fridolin Kassochi-Musoka, ministre en charge des travaux publics et reconstruction et toute sa suite, regagnent la capitale, satisfaits d'avoir accompli leur mission. J'en viens à l'ouverture ce 10 juin du séminaire de formation nationale de la promotion des langues nationales dans le programme de l'enseignement primaire. Ce séminaire s'est ouvert à l'hôtel Sultani. Il a été organisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et vise la formation des formateurs et rédacteurs à la lecture et à l'écriture au primaire dans le cadre de l'initiative Elan, entendez École et langue nationale en Afrique. C'est un reportage signé par Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoi. D'ici 2014, le cours devrait être dispensé en langue nationale dans tout le pays africain, car apprendre en langue nationale est une fierté pour les Africains. Le nouveau programme de promotion de langue nationale, élaboré à propos, n'exclut pas les langues étrangères. Il vient plutôt renforcer ces dernières. Ce séminaire qui revêt un sens particulier a connu la présence de participants venus de plusieurs pays, dont le Burundi, le Cameroun et le Bénin. Le projet se porte bien, puisque les bailleurs de fonds viennent. On vient d'avoir récemment la contribution importante du partenariat mondial de Washington. En plus, la subvention de l'Agence française de développement. Nous sommes à peu près aujourd'hui à près de 9 millions d'euros pour ce programme-là. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est une chance qu'il faut saisir pour pouvoir montrer effectivement qu'on peut réussir une école de qualité en prenant en compte nos langues nationales. Pour sa part, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, a souligné que ces programmes de langue nationale est le bienvenu pour la RDC. Le gouvernement appuie le projet et nous pensons qu'il est difficile d'apprendre, de donner une formation aux enfants dans une langue qui leur est étrangère. Alors nous pensons que si, à bas âge, l'enfant peut apprendre certaines notions en langue nationale, et en tout cas, on assure une base pour son avenir. Ce programme a été initié par la République démocratique du Congo. Journalistes en danger dénoncent l'arrestation et la détention depuis le week-end dernier de 2 journalistes de la ville de Béni dans le Nord Kivu. Il s'agit de Chirac Katalia, journaliste à la radio Ngoma, et de Kasai Pilipili de Radio Liberté, arrêtés pour diffamation à l'encontre des autorités administratives et militaires. JED considère ces différentes arrestations comme révélatrices d'un état d'esprit hostile à la liberté de la presse et demande avec insistance au gouverneur Julien Paluku de s'impliquer pour obtenir la libération de ces journalistes et faire cesser toutes les formes d'harcèlement et de pression actuellement exercées sur les journalistes de la province du Nord Kivu. L'Église catholique a célébré hier dimanche la solennité du Sacré-Cœur de Jésus à la paroisse du Sacré-Cœur à Gombe. Une messe d'action des grâces a été dite pour le 81e anniversaire de l'Église, suivi de l'inauguration de la cure des prêtres. Popol Ziakwaou, Sylvie Fortuné-Mboula.
Dans une ambiance de fête, les fidèles de la paroisse Sacré-Cœur sont venus nombreux pour rendre gloire à Dieu à travers cette fête du Sacré-Cœur Jésus, spécialement dédiée à l'anniversaire de la paroisse. Tout a commencé par l'inauguration de la cure, résidence de prêtre de la paroisse. Cette œuvre, baptisée par Monseigneur Timothée Bodica, lui qui a présidé la dite cérémonie, suivie d'une messe solennelle et d'action de grâce du Sacré-Cœur de Jésus. Chants, danses, cris de joie ont accompagné cette célébration dans ses 81e anniversaire de la paroisse. Tous les chrétiens sont invités à recentrer sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Les fidèles ont également déclaré leur avis et considération. Et que Jésus, lui qui est près du Tout-Puissant, nous aide aussi, nous, responsables politiques dans ce pays, de créer les conditions de paix, de stabilité et de développement. Je remercie tout d'abord mon Dieu, mon roi, parce que c'est vous qui a permis que nous, les paroissiens et paroissiennes de cette paroisse, nous puissions contribuer pour que nous puissions éviter ce que nous avons eu dans cette paroissiale. Et la messe s'est très bien passée. Le curé nous a prêché parce qu'aujourd'hui c'est la fête du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces jours consacrés à la fête du Sacré-Cœur de Jésus afin que le monde découvre cet amour plus fort que la mort qui vient arracher l'homme de son univers de haine et de violence. En sport, parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. La 4e journée s'est achevée hier dimanche. La 5e journée, elle, est prévue pour le week-end prochain. La République démocratique du Congo va croiser les fers avec le Cameroun. Patrick Borel-Mukindi nous donne le classement du groupe I. La 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 en Afrique a pris fin le week-end dernier. Les léopards de la RDC, bousculés par les chevaliers de la Méditerranée de la Libye, qui évoluaient dans un stade international de Tripoli, acquis à leur cause. Les Congolais, conscients de l'enjeu du match, se sont tout de même parvenus à faire douter et à rapporter le précieux point du match nul de 0 partout, qui lui permet de garder ses chances intactes pour une qualification au 3e tour de barrage qui ne comptera que 10 nations. L'autre rencontre a vu les éperviers du Togo d'Emmanuel Adebayor s'est relancé dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde Brésil 2014 en dominant les Lions indomptables du Cameroun de Samuel Eto'o, absent pour une déchirure contractée lors de la finale en Russie. À 2 journées de la fin des éliminatoires, le groupe I reste toujours serré avec 4 pays qui se scient les jambes pour arracher l'unique place. À l'issue de la 4e journée, les chevaliers blancs de la Méditerranée de la Libye sont mano à mano avec les Lions indomptables du Cameroun, 6 points chacun. C'est Niki le goal average qui les sépare, talonné par les léopards de la RDC qui ont 5 points, suivi de près par les éperviers du Togo, 4 points. Les Libyens, calés par les Congolais, accorderont leur hospitalité aux Togolais et Home les vendredis 14 juin 2013 à Tripoli pour la 5e journée. 2 jours après, soit le dimanche 16 juin, les hommes de Claude-Marie-François Leroy de l'Air de Congo recevront au stade des Martyrs de la Pentecôte les Lions indomptables du Cameroun pour un match interdit aux cardiaques. Sport toujours, les cadres techniques, les athlètes et entraîneurs sont à l'école du Jiu-Jitsu. Un séminaire de formation internationale est organisé en leur intention et c'est Ndaïla Mbouché Damien Maungu qui nous en parle. Deuxième journée du séminaire international de Jiu-Jitsu et self-défense de mise à niveau 1 des entraîneurs et arbitres de Jiu se poursuit sans désemparer. Les choses sérieuses ont commencé. Peu de théorie et plus de pratique au cadre technique. Les experts internationaux ont insisté sur le respect des règles à la protection et pour un bon combat. Et surtout d'avoir une bonne condition physique. Much better because there were less fighters. Beaucoup de monde et on a entrepris à faire des fautes parce que ce sont des situations qui arrivent souvent et on a fait beaucoup d'actes qui réellement arrivent dans les combats pour les perfectionner. Le directeur technique national de la RD Congo, Beyabou Kassa, est satisfait et pense que ce stage international arrive au bon moment. Des choses parce que il y a eu quand même quelques rectifications techniques et le directeur technique de la Fédération internationale est en train de nous montrer ce qu'on a modifié à partir du congrès qui s'est déroulé là-bas en Europe.
Même concernant l'arbitrage, il y a aussi quelques modifications. En tout cas, ça se passe très bien et nous en sommes fiers, très contents parce que nous sommes à la page. Cette session de formation internationale ira au 15 juin prochain. Mais l'entretemps, le judoka de la zone 4 apprend de 10h jusqu'à environ de 19h. Les techniques et stratégies de base. Comme vous êtes en l'air, ok? Et cette nouvelle en bref, avant de passer à la lecture des journaux, sachez que l'état de santé de Nelson Mandela n'a pas évolué depuis la nuit de vendredi à samedi. En effet, son état est toujours préoccupant. L'ancien président sud-africain est toujours à l'hôpital de Pretoria dans un état jugé grave, selon le dernier communiqué publié ce lundi 10 juin par la présidence sud-africaine. En effet, l'ancien président est traité pour une infection pulmonaire dans un hôpital de Pretoria. On va à présent lire les journaux parus ce lundi dans la capitale. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patricia Molengombo-Lekuni. Bonsoir. Les journaux parus ce lundi 10 juin se sont intéressés au retour de l'abbé Malou Malou à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Commençons par le Phare qui mentionne que l'abbé Malou Malou à la CENI, l'Église catholique défiée et humiliée. Les fidèles catholiques attendent la réaction de la SENCO. Le confrère note que la sous-composante confession religieuse ainsi que l'Assemblée nationale ont traité le dossier de l'abbé Malou Malou pour la présidence du bureau de la CENI sans se préoccuper de la composition de l'Église catholique romaine. Pourtant, tout le monde se souvient de l'instruction du Saint-Siège relayée par la SENCO interdisant aux ecclésiastiques de siéger dans les institutions politiques de la République sans l'aval de leur hiérarchie. Le guide, pour sa part, parle de la résurgence du passé avec le retour de Malou Malou. En se faisant désigner président de la CENI le 7 juin dernier, Malou Malou, dans son jusqu'au boutisme, a non seulement défié la hiérarchie de son église, dont il a foutu le droit canot, mais aussi bravé les aigus des élections de 2006. Le quotidien rapporte que l'abbé Malou Malou a franchi la ligne rouge tracée par sa hiérarchie. Le prêtre de Butembo est entré de plein gré en rébellion contre la SENCO, d'où il tend vers le divorce, conclut le journal. La manchette de son côté évoque plutôt le foudre de Moubaké et de la SENCO que Malou Malou a bravé en revenant à la tête de la CENI. Après la désignation de l'abbé Malou Malou, la balle est maintenant dans le camp de l'évêque de Béni Butembo pour se prononcer sur le sort de son prêtre quant à son statut d'ecclésiastique, mentionne Forum de Zas. Le palmarès s'est intéressé plutôt aux chantiers auxquels l'abbé Malou Malou est confronté, notamment réussir l'organisation des élections devant donner aux provinces, aux communes, afin de doter ces entités des députés qui devront élire le bourgmestre. C'est après cette épreuve que l'abbé Malou Malou pourra espérer restaurer la confiance des électeurs qui attendent tout de lui pour 2016 et reconquérir le soutien de la communauté internationale. L'actualité, c'est aussi l'élection du gouverneur de l'Équateur ce lundi 10 juin. Koyagelo contre Boussa, le vainqueur sera connu aujourd'hui, écrit La Prospérité à sa une. Lui, Alphonse Koyagelo, candidat de la majorité présidentielle, a pris la tête du peloton avec 35 voix, suivi de Jean-Lucien Boussa, candidat indépendant avec 22 voix. N'ayant pas atteint la majorité absolue, les deux protagonistes se disputent le second tour. Terminons avec la référence plus qui informe que les deux candidats gouverneurs restés en lice du scrutin de l'Équateur, Jean-Lucien Boussa et lui Alphonse Koyagelo, ont admis que le premier tour s'est déroulé dans la transparence totale. C'est tout pour ce soir. Bon début de semaine à tous. Juste après ce journal, vous suivrez les résultats du Paris Foot, du Paris Loto de ce lundi 10 juin. Madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal qui a eu pour chef d'édition Sylvie Fortuné-Mboula. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avec les actualités sur Antenne dès demain à 7h30 et à 10h. Retrouvez Ricky Zami pour le bulletin de la mi-journée. Ce sera avec Papi Katassi à 16h. Le journal en lingala vous sera présenté par Sylvain Kapombo-Bosengele. On se retrouve à 19h avec le même plaisir. Entre-temps, restez branchés sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir.